je viens à la tribune avec mon exemplaire de la doctrine publique, ça me semble important, c'est la base pour nous. Les opérations de lutte informatique d'influence pour les armées, le sujet est complexe, même s'il a été déjà bien dégrossi par le général Tisser. Je vais essayer de vous expliquer de façon la plus ouverte possible, même si dans ce domaine-là, comme vous l'imaginez bien, on ne peut pas tout dire. En tout cas, on a des principes qu'on essaie d'appliquer. Le premier principe, c'est qu'on ne s'intéresse qu'aux opérations militaires, et exclusivement aux militaires. Je pense que c'est quelque chose à avoir en tête. À l'heure de la création de Viginum, par exemple, nous ne sommes pas dans le même process. Il est hors de question de s'intéresser à ce qui se passe en France ou d'influencer quiconque qui n'est pas dans le domaine militaire ou qui n'a pas d'impact direct sur nos opérations, actuellement essentiellement la BSS. Alors quand on parle d'opération, l'actualité quand même nous sert énormément. L'exemple du convoi qui a été bloqué à plusieurs reprises la semaine dernière au Burkina Faso puis au Niger le démontre. La majorité des manifestants étaient persuadés que ce convoi contenait des armes à destination des terroristes. Et je ne parle pas du convoi retour auquel on va associer, j'en suis absolument convaincu, des lingots d'or qui vont quitter le Mali pour revenir en France. Ça paraît ridicule, c'est ridicule. Pour autant, les manifestants sont convaincus. Comment est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que c'est juste une opinion? Manifestement, non, c'est une conviction, mais certainement pas une opinion. Et comment est-ce que cette opinion a pu naître au cœur de ces populations qui sont prêtes à agresser, qui sont montrées pour certains particulièrement virulents, voire violents vis-à-vis des forces françaises, et pour lesquelles on a quand même annoncé dimanche soir dernier 130 morts de la part des Français qui auraient tiré dans la foule. Tout ça, on le trouve sur les réseaux. Donc tout ça, ça ne peut pas nous laisser indifférents, et les armées françaises ne pouvaient pas rester les bras croisés à regarder tous ces réseaux s'agiter, ces mensonges, ces fake news, même si on ne doit pas en parler, même si on va regarder le côté positif de l'influence. Toujours est-il que si on parle d'influence actuellement dans les armées, c'est bien parce qu'en face, on a des comportements qui sont inacceptables. Alors, l'AL2I, c'est pour nous une chance d'avoir cette doctrine. Elle complète en fait deux autres doctrines qui sont les luttes informatiques défensives et les luttes informatiques offensives. En fait, c'est le troisième pilier du travail du ComCyber dans le domaine des opérations. C'est un équilibre qui permet, dans certains cas, de combiner les trois piliers s'il le faut. Je prends par exemple l'attaque de TV5 Monde il y a quelques années. On peut très bien associer une opération de lutte informatique défensive, rétablir le service de TV5 Monde, prenons un site du ministère des Armées par exemple, aller riposter chez l'attaquant pour lui casser ses serveurs, parce qu'effectivement c'est une attaque, et donc ça, la doctrine de lutte informatique offensive nous le permet, et utiliser la doctrine informatique d'influence pour rétablir les faits, rétablir la vérité. Donc pour nous, c'était un pilier assez essentiel qu'il était important de publier, qu'il était important d'exposer, car on a la chance d'être en France, et lorsqu'on se combat, on le combat pour une cause, on le combat pour une cause qui est dans le droit. Et donc cela permet de bien caler un peu les éléments pour ne pas faire naître des soupçons, de ne pas faire naître une déformation de ce que les armées pourraient faire. Donc trois domaines de lutte. La lutte informatique d'influence, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui. On est bien dans la couche informationnelle, même si vous voyez, on peut dériver sur d'autres couches si jamais le besoin s'en fait sentir sur des attaques. Alors, les opérations pour les armées, pour le premier pilier, je pense que c'est vrai pour tout le monde, quel que soit le domaine, c'est bel et bien la détection, la veille des espaces informationnels dans le cyberespace et la caractérisation. Alors, effectivement, c'est très militaire, comme le disait le général, mais toujours est-il que c'est la première brique en fait, de notre travail, c'est bel et bien de savoir ce qui se passe dans les réseaux. Lorsqu'on parle des armées françaises, particulièrement lorsqu'elles sont en opération, enfin essentiellement quand elles sont en opération. Pour le reste, c'est plus vraiment notre problème. On n'est pas dans l'opération, on est dans la communication lorsqu'on sort de ce champ-là. Donc, première chose, veiller les espaces informationnels, et ils sont nombreux, et ils sont très variés. Et là, on parle effectivement d'outillage, et je pense que vous aurez certainement l'occasion d'en parler aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de mettre quelques militaires devant un écran pour essayer de nous dire ce qui se passe partout dans le monde sur nos opérations, sur nos troupes
Qu'est-ce qui se dit sur les millions de messages quotidiens sur Facebook, sur Twitter et sur plein d'autres réseaux, y compris les plus fermés. Donc on a besoin d'outillage, on a besoin de spécialistes, on a besoin de compétences dans ce domaine-là. C'est quelque chose sur lequel on travaille quotidiennement. Cette veille, elle est H24, 7 jours sur 7. Il s'agit le plus vite possible de détecter les prémices d'une attaque informationnelle. Si on laisse s'enraciner une attaque informationnelle, quoi qu'il arrive, elle marquera, plus ou moins, mais elle marquera et elle restera dans les esprits tôt ou tard. Je vais reprendre l'exemple que j'ai entendu la semaine dernière d'un de mes opérationnels qui est de dire finalement l'influence c'est l'humus, c'est-à-dire les feuilles qui tombent tout doucement, qui se transforment en terreau et qui font naître une rumeur. Ça prend du temps, mais la rumeur, à la fin, elle est là. Et une fois qu'elle est bien enracinée, c'est très très compliqué de la démonter. Nos partenaires américains parlent de la golden hour. C'est-à-dire que s'ils détectent une attaque informationnelle, il faut qu'ils réagissent dans l'heure pour essayer de tuer dans l'œuf les fausses informations ou les attaques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une attaque? Effectivement, ce n'est pas un avis qui nous est défavorable. Forcément, tout le monde n'est pas obligé d'apprécier la France, tout le monde n'est pas obligé d'apprécier ce que font les armées françaises, mais pour le moins, on souhaite que ces personnes-là restent dans le domaine du débat d'idées, et surtout pas dans le mensonge. Parce que ça fait du mal. Ça nous fait beaucoup de mal, comme les événements de la semaine dernière nous l'ont démontré. Donc la veille, elle doit distinguer l'attaque de la libre opinion des uns et des autres. Quelles sont les caractéristiques des attaques? Qu'est-ce qui attire notre attention, en fait? Qu'est-ce qui doit nous faire réagir? Ce sont déjà les mouvements coordonnés. Alors effectivement, un groupe politique peut avoir une campagne informationnelle totalement légitime. Maintenant, quand on voit des bots, quand on voit des avatars, quand on voit des profils sur Internet qui apparaissent tous à la même date et qui, dans les 2 jours, relaient tous le même message, on a le droit d'avoir des doutes. Quand on voit la façon dont ils sont créés, on a le droit d'avoir des doutes et on a des indices qui s'accumulent. Quand les données sont fausses, quand une photo truquée est reprise en moins d'1 heure par une centaine de personnes, on a le droit de s'interroger, surtout quand il n'y a pas de coordination, a priori. La coordination, c'est le temps, c'est le message. Donc, entre l'information en tant que telle, la technique qui est derrière, tous ces indices doivent être détectés. Et là, forcément, c'est un travail d'expérience, c'est un travail informatique. C'est là où l'influence, en fait, rentre en plein cœur dans le domaine du com-cyber. C'est que ce n'est pas juste un problème de communication, c'est bel et bien un problème technique derrière, qui est de pouvoir détecter ces attaques, de pouvoir les caractériser. Idéalement, d'en trouver l'origine. Ça, vous vous doutez bien qu'en face, tout est fait pour que nous n'en détections pas l'origine. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc on va chercher les efforts structurés, les fausses informations, les atteintes à la réputation. 2 domaines privilégiés pour les armées, la lutte contre la manipulation de l'information, la lutte contre la propagande. La lutte contre la propagande, c'est un travail qu'on mène depuis assez longtemps, finalement, depuis la Syrie, avec la propagande de Daesh. C'est essentiellement la propagande djihadiste, où le but est bien de détecter ces propagandistes, d'essayer de les contrer, d'essayer de, dans le plus extrême des cas, de leur envoyer des messages qui vont les déstabiliser. On parle de déception, leur faire croire qu'ils vont être attaqués le lendemain, mais en fait, c'est juste pour les faire se déplacer. Voilà. L'influence, c'est aussi tromper l'ennemi. Et là, on est bien dans une opération militaire. On n'est pas dans de l'influence d'opinion publique, on est dans l'influence d'un ennemi. C'est là où l'autre difficulté de ce travail est bien de cibler. Comment, quand on lance un message sur les réseaux, on est sûr qu'il va atteindre la bonne cible, le bon individu, le bon groupe d'individus, et ne pas déborder à droite à gauche sur la population, que sais-je, malienne, burkinabé. Donc tout ça, c'est une technicité, c'est un travail de préparation, c'est un travail d'analyse, le target audience analysis, c'est-à-dire on cherche effectivement à analyser ces audiences, de savoir où ils se trouvent, et de se rapprocher au plus près de leur réseau le plus structuré. Après, je reconnais humblement, il peut y avoir des victimes collatérales, alors au sens plutôt noble du terme, il n'y a pas de mort. Mais en revanche,
le message peut déborder et atteindre des gens auxquels il n'était pas destiné. Donc, tout le jeu est bel et bien de cibler au mieux nos audiences. Donc, lutte contre la prolifération, les audiences sont assez claires et maintenant sont de plus en plus claires, vu que, vous l'aurez tous remarqué, les Daesh et ses avatars, Al-Qaïda, sont quand même moins présents sur les réseaux sociaux mainstream. On va les chercher dans des groupes qui sont de plus en plus fermés, chiffrés. Je dirais la propagande n'est plus aussi accessible qu'auparavant. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas et qu'il n'y en a plus, mais en tout cas le travail commun des armées, nous y avons participé, des organismes civils, de Facebook, de Twitter, de Telegram a quand même bien fonctionné. Donc on est obligé d'aller les chercher, parce qu'on continue, dans des réseaux qui sont moins accessibles. Mais pour autant, on ne peut pas les laisser prospérer, et donc nous intervenons dans ces réseaux. Plus récemment, la lutte contre la manipulation de l'information, là, je vous laisserai juste vous référer à l'actualité, elle parle d'elle-même. Les mensonges, les fake news, le deepfake, on en a parlé, tout ça, on doit le traiter. On a un gros avantage sur nos ennemis, et un désavantage. L'avantage, c'est que quand on fait de l'influence, pour nous, il suffit de dire la vérité. Quelque part, notre influence, c'est du rétablissement de la vérité. C'est pas gagné. Il y a du travail, parce qu'en face, les gens ont la tête dure, et une fois qu'une rumeur est rentrée, il est dur de la faire sortir. Ce n'est pas gagné parce que la parole publique, c'est vrai en France, mais c'est vrai en Afrique, elle est peu audible. Donc si on prend de la communication officielle qui devrait faire ce travail, ça devrait suffire. En fait, je pense que personne ne contestera que de plus en plus d'audience est assez rétive à la parole publique, qu'elle soit française ou qu'elle soit des gouvernements locaux, des organismes qui sont pourtant pignon sur rue. Ils préfèrent, c'est une appétence, ils préfèrent la rumeur, les réseaux sociaux, le bruit, la chose cachée, qui n'existe pas, mais c'est pas grave, elle est cachée, les plus sexy, si je peux utiliser ce terme-là. Et donc il y a une certaine appétence pour cette information. Notre désavantage, c'est qu'effectivement, on ne peut pas tout faire sur Internet, contrairement à certains de nos opposants. Donc on ne ment pas, on respecte le droit. On respecte le droit national, on respecte le droit international, on respecte en zone de conflit le droit international humanitaire. Donc tout ça, ça nous met des contraintes qu'il faut accepter et que nous acceptons bien volontiers, même si parfois, effectivement, on aimerait aller plus loin, on aimerait... J'avoue que de lire tous les jours des méchancetés, pour être gentil, contre nous, ça énerve. Pour autant, on doit garder la tête froide et on a dans chaque opération un avis légal et un avis légal qui est omniprésent et qui est respecté. On respecte ce droit, on essaye, tant que faire se peut, de rétablir la vérité. Voilà, donc quand nous compterons des attaques que nous avons détectées, déjà nous décidons si oui ou non nous devons contrer ces attaques. Mon adjoint de L2I utilise une image que j'aime assez, c'est le torero avec son taureau en face qui agite sa cape. Il faut savoir si on est dans le rôle du taureau ou du torero. On peut effectivement s'attaquer à la cape quand on est taureau, mais en général, on y perd. Donc on est comme en communication officielle. Est-ce que quand on a un événement, on doit à tout prix réagir au risque finalement de donner de la visibilité à l'attaque, ou au contraire, laisser faire, laisser l'attaque informationnelle s'éteindre d'elle-même, sachant qu'il est toujours très difficile de savoir si une attaque va devenir virale, et sur les réseaux, actuellement, ça peut aller très très vite, d'où cette importance de veiller en permanence cet espace, de voir si à un moment donné ça démarre et ça prend une proportion qu'on ne maîtrise pas. Quelle que soit d'ailleurs la nature de l'attaque, elle peut être ridicule et prendre avoir un écho monstrueux, ou alors paraître très dangereux et finalement n'accrocher personne. Donc ce jeu il est forcément complexe. Notre but, c'est quand même d'être dans le rôle du torero, on a quand même plus de chance à la fin, et donc de maîtriser la cape. Et quand on maîtrise la cape, ça veut dire que nous occupons le contenu informationnel. Nous avons une présence. On ne peut pas laisser le champ libre à nos adversaires en permanence. Donc il faut être présent sur les réseaux. Il faut, je dirais, avec l'équipe France, occuper cet espace
impérativement. Et donc c'est une discussion permanente entre ce que nous appelons la Stratcom, la communication stratégique autour des opérations. Quel est le message que nous voulons faire passer en accompagnant une opération militaire, en gardant à l'esprit qu'une opération militaire, ce n'est ni plus ni moins que de convaincre un ennemi de retourner à la raison. Alors certes, le cas extrême, c'est avec une arme, entre les mains, mais avant, c'est de le convaincre dans sa tête. Et même si on sait qu'on aura un noyau qu'on ne ramènera jamais réellement à la raison, d'où l'existence d'armes létales, on sait qu'on a toute une frange de la population, toute une frange d'indécis qui peut basculer vers nous ou vers les autres. C'est particulièrement vrai dans le cadre du terrorisme, mais c'est vrai dans tous les domaines. Qui va convaincre le Pékin moyen, comme on dit chez les militaires, c'est-à-dire l'habitant classique qui n'a rien demandé à personne, de plutôt soutenir un terroriste ou un adversaire, ou plutôt soutenir la France? C'est avant tout de le convaincre, par notre comportement, par notre communication officielle, par notre stratégie, notre communication stratégique. Tous ces éléments-là, c'est de l'influence. C'est de l'influence sur le temps long. Il faut que nos adversaires soient convaincus, de la détermination de la France à aller au bout de ses idées et du bien fondé de ses idées. Alors on sort un peu du champ militaire, on va un peu plus loin, mais c'est quand même la base. Les armées ne font pas la guerre pour faire la guerre. C'est bien pour répondre à un besoin politique. Voilà, les défis pour nous, dans le cadre de ces opérations, au-delà de tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, c'est le défi humain. On est certes au ComCyber, certes il y a un aspect très technique, mais il y a un aspect qui est très humain. C'est-à-dire qu'il nous faut des psychologues, des analystes, des gens qui comprennent les pays où on évolue. Tout ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que le simple domaine technique. Et après, il faut associer les deux. Donc à côté de ces spécialistes du cyberespace qui sont capables effectivement d'aller chercher des copies de réseau, d'aller analyser des masses et des masses de données, il faut comprendre ce qui se passe, et il faut pouvoir établir le bon message, et après on retourne avec les techniciens pour savoir comment on fait passer le message proprement, avec notre légade qui nous souffle dans la nuque en disant attention, pas n'importe quoi. Donc tout ça, c'est un travail d'équipe qui demande beaucoup de compétences diverses et variées, et pas uniquement de techniciens. Le deuxième défi sont les outils. On ne peut pas s'attaquer à des monstres, comme les réseaux sociaux monstrueux auxquels on a affaire, de plus en plus variés. Facebook, Twitter, effectivement, sont les plus connus, mais il y en a beaucoup plus. Telegram, TikTok, les boucles fermées WhatsApp, on peut avoir des milliers et des milliers d'auditeurs. En fait, ils s'en créent tous les jours des réseaux. Donc il faut suivre en permanence où se trouvent nos adversaires, où est-ce qu'ils opèrent, où est-ce qu'ils arrivent à trouver un écho. Donc suivre tout ça, c'est suivre des millions et des millions de données chaque jour. Quand je dis millions, je suis assez gentil. Je pense que c'est bien pire. Et pour ça, quoi qu'il arrive, il nous faudra des outils, il nous faudra une capacité à analyser, à sortir les données pertinentes pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Il est hors de question de se battre en aveugle. Si on ne voit pas ce qui se passe, si on ne sait pas où est-ce qu'on doit taper, quelque part, c'est voué à l'échec. Donc, on doit le comprendre. Donc, un vrai problème technique, un vrai enjeu technique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, en tout cas, on en voit tous les jours qui nous sont proposées, dont certaines qui sont très pertinentes, mais ce monde est tellement vif, tellement vivant, qu'il faut à tout prix suivre ces évolutions techniques. Et pour le ComCyber, ça passe également par l'externalisation. Les militaires n'ont pas forcément vocation à veiller seuls l'Internet. Je pense qu'on peut être aidé par beaucoup d'entre vous. Dernier enjeu, et je terminerai là-dessus, c'est bien la coordination interministérielle, internationale. On a de plus en plus d'ailleurs de relations avec nos alliés. Nous participons de plus en plus aux travaux qui sont menés par l'Union européenne, par l'OTAN, pour contrer la manipulation de l'information, pour gérer ces fake news. Et en interministériel, vous l'aurez certainement bien vu ces derniers mois en particulier, il y a une vraie réflexion. Je pense que le petit électrochoc a été représenté, enfin les deux petits électrochocs d'ailleurs,
a été représentée par les tentatives de manipulation des élections, que ce soit en France avec des leaks qui ont quand même impacté quelque peu la précédente élection présidentielle, mais surtout aux États-Unis, où là, il y a quand même plus que des soupçons sur le fait que des gens ont tenté de manipuler et d'influencer les votes. Et de façon, je dirais, cachée. On peut influencer les votes par un discours, quand on parle soi-même avec ses idées, quand on fait dire des choses qui ne sont pas vraies, avec du deepfake, là forcément on est au-delà. Et donc cet électrochoc fait que on s'est bien rendu compte que ce n'était pas un problème militaire, en tout cas uniquement militaire, même si nous avons nos problèmes de manipulation de l'information, mais un problème beaucoup plus global. Et donc la réponse, elle doit être la plus interministérielle possible. Et pour ça, je pense que c'est pris en compte. Je vous en parlerai certainement au cours de cette journée. Viginum en étant l'avatar le plus récent. Voilà, c'est à peu près le tableau que je voulais vous faire des opérations pour le ComCyber dans le cyberespace au profit des armées et des opérations. Je vous remercie.